Donc, je fais un petit rappel de transition qui est plutôt une remise en perspective des choses. D'accord? Je vais le mettre comme ça. Oui, j'invente des trucs. Un rappel de transition, c'est magique, tu vois. Voilà. En fait, c'est un rappel qui va me permettre de justifier ce qu'on va faire dans la suite. Okay. Alors, pour une équodif du premier ordre, pour le premier ordre, donc je vous rappelle, hein, c'était A1 df sur dt plus A0f, d'accord? Un rappel de transition, c'est un rappel qui me sert de transition pour la suite. On l'avait écrit comme ça, c'était t la variable et f la fonction? Oui. C'est df sur dt? Oui. Et I, non, ça c'était l'exemple, ça. Non, l'exemple, en général, j'avais mis Super. df sur dt plus A0f, voilà. On a écrit le polynôme caractéristique. Vous vous souvenez du polynôme caractéristique? Comment on fait? On prend les coefficients de l'équation différentielle et on remplace à chaque fois R à un truc par R à la puissance de truc. Donc là, je vais utiliser R qui est la notation mathématique standard pour racine. D'accord? Donc A1R plus A0. On est d'accord là-dessus? On a cherché. Donc ici, il y aura combien de racines? Je vais l'appeler P de R. Il y a une racine, c'est un polynôme de degré 1. D'accord? On a cherché sa racine, que j'ai appelée R1. Et on a écrit que les solutions valaient exponentielle de. Enfin, que les solutions étaient de la forme A exponentielle de R1 fois T. Vous vous souvenez de ça? Alors bien sûr, en physique, on ne fait pas ça. Pour des questions physiques, on n'utilise pas les racines. En fait, on se rend compte que la racine est négative. Et on pose en fait que la racine, c'est moins 1 sur taux. D'accord? En physique, on pose taux égale moins 1 sur R1 pour avoir l'exponentielle moins 1 sur taux. Oui. C'est un plus, oui. C'est un plus. On est d'accord là-dessus? Vous vous souvenez de ça? C'est bon, ça vous parle? Je vous avais demandé de le relire pour aujourd'hui, donc théoriquement, vous avez croisé ça. D'accord? Voilà. Alors, en fait, de manière très générale, en physique, la forme canonique nous évite de faire ça, mais il faut bien comprendre que la forme canonique, c'est juste un court-circuit du raisonnement. Je veux dire, en fait, on reconnaît, ça marche toujours pareil, on y va, on enchaîne, d'accord? Mais c'est une méthode systématique. Mais la vraie méthode de fond, c'est celle-là. Ok? Eh bien, en fait, pour l'ordre 2, on va faire littéralement la même chose. On va écrire le polynôme caractéristique. Et on va essayer de trouver ses racines. Et on va trouver le théorème de base. D'accord? Ça vous rafraîchit la mémoire, cette histoire? Oui? C'est bon? Voilà. Donc là, maintenant, je passe au grand 2, si je ne me trompe pas, au grand 3 ou au petit... Non, s'il y a des numéros quand même. Ouais, voilà, il y en a quand même. Hein? 3, c'est un grand ou un petit? Un petit, ok. 3. Non, parce qu'il y avait des parties dans ordre 1, non? Là, je passe à l'ordre 2. Ok, rappelez-moi le plan. C'est le grand 2, ordre 2, c'est ça? Ah oui, grand 2. Ouais, c'est ça. Donc, on passe à grand 2, équation différentielle. Donc, on remet tout linéaire d'ordre 2 à coefficient constant et second membre constant. Donc vraiment, on prend un cas très très particulier dans cette histoire. Voilà. Et comme... Oui, je t'écoute. Taux égale moins 1 sur R. En physique, on pose taux égale moins 1 sur R. C'est juste un rappel de ce qu'on a fait. Donc, on va faire exactement le même découpage qu'avant. On va regarder ce qui se passe quand le second membre est nul. Et ensuite, de toute façon, le grand 2, le petit 2 sera le même que celui d'avant. On va chercher une solution particulière. On va la rajouter aux solutions qu'on a trouvées avant et ce sera terminé. D'accord? Donc, il y aura à peine le petit 2 parce que c'est la même méthode dans les deux cas. Donc, cas d'un second membre nul. Voilà. Donc on est parti, je vais l'appeler E. S'écrit. Alors, donc si on reprend tout ce qu'on a raconté, ça s'écrit comment mon équation différentielle si elle valide tout ce truc-là?
A2. df sur dt de tout df carré. Ouais, c'était 2f sur dt2. Maintenant, vous connaissez cette notation, c'est la dérivée seconde, d'accord? Plus 1 df sur dt plus a0f est égal à 0. D'accord là-dessus? Oui. Alors, pour que ce soit vraiment une équation différentielle d'ordre 2, il faut en particulier quoi? Ouais. Que A2 soit non nul et que... Il n'y a pas que A2. Hein. Oui, ça, f doit être dérivé. Alors en fait, alors dans les équations différentielles, c'est un peu sous-entendu parce que si f est solution de ça, elle doit être forcément antineuse, sinon elle n'est pas solution vu qu'elle ne marche pas. Alors, A1 non, mais A0 et A2 oui. Il faut que de chaque côté, en tout cas, ce soit non nul. 1 a le droit d'être nul. C'est ce qu'on appelle le cas de l'oscillateur harmonique. Et je le renvoie au grand 3. D'accord, celui-là. D'accord, mais je vais en parler maintenant. Donc, avec A2 et A0 non nuls. Donc, pour l'instant, je dis que A2 et A0 sont non nuls. Voilà. Donc, A1 peut être nul. On traitera ce cas au grand 3. Ou probablement plus exactement au grand 3, mais qui sera dans un autre chapitre parce qu'il viendra après. D'accord, voilà. Donc pour l'instant en tout cas, on suppose que A1, que ni A0, ni A, ni A2 sont nuls. Donc, on le verra après, mais je mets la condition tout de suite. On suppose donc que A0, A1 et A2 sont des réels non nuls. C'est la première chose. Et ensuite, en fait, ça on le remettra après, mais je mets les conditions ici. En physique, pour que l'équation différentielle soit stable, vous vous souvenez de l'histoire de la stabilité, c'est-à-dire que les solutions ne divergent pas, il faut impérativement que ces trois grandeurs soient de même signe. D'accord? Donc on va les supposer toutes les trois strictement positives, tout simplement parce que comme c'est égal à 0, ça revient littéralement au même, vous tout multiplier par moins. D'accord? Donc pour des questions de stabilité, pour que E soit stable, on le commentera au fur et à mesure. Il faut que, pour l'instant vous l'admettez, que A0 soit strictement positif, enfin il faut que les AI soient positifs. Tous les trois. On va voir ça ensuite. On est d'accord là-dessus? Donc ça, c'est dans ce cadre-là que je vais travailler. Donc je travaille avec une équation différentielle linéaire à coefficient constant à second membre nul. D'accord? Et avec trois coefficients que je suppose tous strictement positifs. Okay. S'il y en a un des trois qui n'est pas le même signe, vous avez une équation différentielle qui diverge. D'accord? C'est une condition nécessaire et suffisante par ailleurs. Pour l'équation, dès que vous allez à l'ordre 3, il y a des conditions qui se rajoutent en fait, mais de toute façon, quel que soit l'ordre, vous devez avoir tous les coefficients de même signe. C'est une condition nécessaire. Et il y a des conditions en plus qui se rajoutent pour être sûr que ça ne diverge pas. Bon, alors, on va y aller, hein, on va essayer de faire le boulot. Comment je commence? On y va. Alors, la première étape, c'est que je vais regarder les trois cas. Et ensuite, on va essayer de voir comment on va pouvoir réécrire cette équation pour avoir des cas simples. D'accord? Je vais d'abord commencer en version matheuse du problème, avec le polynôme caractéristique, les trois cas. Et ensuite, on va glisser doucement vers l'écriture en physique pour que vous voyez comment ça marche. Comme d'habitude, on a un paramètre de trop ici, tout simplement parce que cette équation différentielle-là a les mêmes solutions si je divise tout par A2. On est d'accord là-dessus? Donc, je vais commencer par ça. D'accord? Parce que grâce à ces hypothèses-là, je sais que je peux au moins diviser par A2 sans qu'il y ait de problème majeur. Donc, cette équation différentielle a les mêmes solutions que, je vais l'appeler E' pour l'instant, tout simplement d2f sur dt2 plus A1 sur A2 fois df sur dt
plus A1 sur A0, facteur de f, est égal à 0. Faites attention, si jamais vous avez un second membre, ce que je raconte n'est pas vrai. Puisque le second membre, là, sera divisé par 1, donc il sera pas fait. Et donc on est parti là-dessus. Comment s'écrit le polynôme caractéristique de cette histoire? Donc c'est la même méthode, c'est celle que vous reverrez en maths, d'accord? Et c'est là où les ennuis vont commencer, enfin les ennuis, la complexité va commencer. P de R égale. Oui. Je comprends pourquoi c'est 1 sur A0F et pas A0 sur Qu'est-ce que j'ai écrit Excusez-moi, c'est A0 sur A2. Pardon, autant pour moi. Faut que j'arrête de penser à l'étape suivante quand j'écris, ça ne peut pas déconner. Donc avec la bonne version, comment s'écrit le polynôme caractéristique ici? Je t'écoute. Sauf qu'il n'y a plus de A2 là. R carré, effectivement, d'accord, parce que le coefficient devant c'est 1. Ensuite, ouais, plus 1 sur A2 fois R plus A0 sur A2. N'oublie pas le sur, parce que sinon A0 A2 pour moi c'est de le produire. On est d'accord là-dessus? C'est donc un polynôme du second degré. Et ça, vous savez depuis que vous êtes petit et petite, que ce truc-là peut avoir au maximum de racines, mais que la nature de ces racines va dépendre en fait d'un paramètre qui est le discriminant. D'accord? Voilà. Donc, on calcule delta. Donc delta ici vaut quoi tout simplement? Tout simplement 1 sur A2 le tout au carré moins 4 fois 0 sur A2 sans aucune forme de problème. D'accord? Alors je vais faire 4 fois 0 sur A2. On est d'accord là-dessus? Et on a donc 3 choix, 3 possibilités dans cette histoire. D'accord? Je vais vous donner enfin, vous connaissez les 3 choix. Hein, d'accord? Donc, on a alors 3 cas. Le premier cas, c'est delta strictement positif. Et dans ce cas-là, on a deux racines qui sont comment? Ouais. Deux racines réelles. Et maintenant, vous allez me prouver en un temps record que ces deux racines sont réelles négatives. Vous allez me prouver en un temps record que ces deux racines sont réelles négatives. Ouais. Du coup, c'est-à-dire que. Allez, on décrit la forme des solutions. Sans écrire la forme des solutions. Avec bien sûr les conditions qu'on a prises. Autrement dit, si A0, A1 et A2 sont positifs. Ouais. Les solutions sont de la forme moins. Sans écrire la forme. Vous allez en avoir besoin, mais en fait, j'insiste vraiment là-dessus parce qu'il y a un truc hyper fort que vous avez oublié dans votre vie et je veux que vous vous en souveniez. Ouais. R carré, c'est moins positif. Pour que ça fasse 0, il faut que. Non. Ah, tu veux. Ah, oui. Ok. Oui, non, oui, je le prends, effectivement, ouais, ça marche. C'est dégueulasse, mais ça marche. Donc, je veux pas ce raisonnement-là, mais je vous le donne quand même. Comme ça, c'est positif et que ça, c'est positif. Si on veut que tout ça fasse 0, il faut forcément que ce terme-là soit négatif. Or, comme 1 sur A2 est positif, il n'y a pas le choix, il faut que ce soit R qui soit négatif dans l'histoire. D'accord. C'est pas très propre comme raisonnement, mais il est inattaquable. Ouais. C'est celui-là qui m'intéresse surtout, que vous vous souveniez. Le produit des racines vaut quoi? Ouais. Alors, c'est pas C sur A. Vous devez savoir. C'est obligatoire. C'est C sur A, vous le savez. Ouais, d'accord. Donc, ici, le produit des racines vaut tout simplement A0 sur A2. D'accord. Et la somme des racines vaut quoi? Ouais. Moins B sur A. Ça vaut moins A1 sur A2. D'accord. Donc, vous avez deux racines dont le produit est positif. C'est-à-dire qu'elles sont toutes les deux de même signe. Et dont la somme est négative. Ça, vous n'avez aucun choix. On est d'accord que vous n'avez pas le choix? Deux trucs qui sont de même signe et dont la somme est négative signifie qu'ils sont tous les deux négatifs. D'accord?
Donc ça, c'est important, deux racines réelles négatives. Si delta est nul, on a une racine réelle. Et cette racine, elle va être négative ou pas? Même punition, hein, d'accord? Avec delta vaut 0 dans cette histoire, d'accord? Mais factuellement, ça revient au même. Donc ça, il n'y a pas de problème. Une racine réelle négative. Et pour delta strictement négatif, qu'est-ce qu'on a? On n'a aucune solution réelle, certes, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ouais. Sommation imaginaire complexe conjuguée. On a deux racines, effectivement, complexes conjuguées. Alors, petite remarque. Comment est-ce qu'on sait qu'elles sont forcément conjuguées? Ouais. Est-ce que c'est au niveau du produit Ouais, c'est au niveau du produit. Encore, effectivement, le produit des deux racines donne toujours C sur A, ça n'a pas changé, qui est un réel positif, d'accord? Donc, grosso modo, quand vous faites le produit de deux complexes, pour que ça donne forcément un réel positif, il faut que ça corresponde à son module, d'accord? Ça marche bien. Voilà, il y a d'autres versions, mais en général, ça marche pas mal. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et donc, la somme des deux racines, alors ça, c'est petite révision des complexes. Vous avez commencé les complexes, monsieur Yves, pas encore? Si vous faites la somme de deux complexes conjugués, ça donne quoi? Ça donne effectivement 2 fois la partie réelle. Et ça vaut moins B sur A. Toujours, ça n'a pas changé. Donc, truc hyper important, c'est deux racines complexes conjuguées dont la partie réelle est négative. Ça, ce que ça vous raconte, c'est que si vous mettez ça à l'exponentielle, ça va tendre vers 0, quand t tend vers plus l'infini. Parce que l'exponentielle RT, d'accord, à chaque fois, ça tend vers 0. Ça, pareil. Et ça aussi, ça va tendre vers 0, puisque la partie en exponentielle I, elle, va pas diverger. C'est un cosinus, hein, je vous rappelle cette histoire, d'accord? Et la partie qui vous donne la forme va tendre vers 0. Donc, c'est pour ça, en fait, que vous avez de la stabilité. À cause des trois signes de... D'accord? Donc, la stabilité vient du fait que ça est positif et que ça est positif. Dès que vous en avez un des deux qui est de signe contraire, vous avez un problème. Par exemple, si ça, c'est négatif, c'est-à-dire que le produit des deux va être négatif. Et donc, il y en a une positive et une négative, et donc vous avez un exponentiel qui diverge. Voilà. On est d'accord sur ces trois cas-là? Alors, en fait, c'est la raison pour laquelle on va commencer à paramétrer les choses un peu différemment. C'est qu'on se rend compte qu'en fait, tout ceci ne dépend que d'un seul paramètre, finalement. Le comportement physique, disons la nature de vos solutions, va dépendre que d'un seul paramètre qui est delta. Et donc, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un paramètre assez simple, qui d'ailleurs qui va aussi être structurant dans les racines, et qui va nous permettre en fait de diminuer le nombre de paramètres, c'est-à-dire de passer de 3 paramètres à 2 paramètres, et quitte à faire un bonus, autant que la discussion sur le signe de delta ne dépende que d'un des deux. D'accord? Ça, c'est un des premiers actes qu'on va faire. Le deuxième acte qu'on va faire, c'est la chose suivante. Je vous demande est-ce que toutes et tous, ça c'est extrêmement important, vous visualisez la forme des racines d'un polynôme du second degré. Vous la voyez toutes et tous dans votre tête, là, d'accord? Donc, je vais vous l'écrire, c'est pas la peine de noter, mais c'est vraiment extrêmement important que vous arriviez à faire ça de tête. Alors, je vais essayer de le faire sans écrire. Si jamais à un moment donné vous sentez que ça pédale, je les écris. D'accord? Donc, vos racines, si vous avez appris les choses comme moi, vous savez qu'en fait, c'est sur une fraction, d'accord? Mais cette fraction, vous pouvez la séparer en deux. Vous avez une première partie qui vaut moins b sur 2a, et une deuxième partie qui, en fait, va dépendre de la nature, enfin, en tout cas, du signe de delta. Mais qui toujours va être structurée en racine de delta ou racine de moins delta avec un j devant ou pas, d'accord? Cette séparation-là, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle vous montre qu'en fait, dans toutes les racines, quoi qu'il arrive, quel que soit le cas dans lequel vous êtes, vont avoir le même premier bout. Et ça, c'est peut-être pas clair aussi, mais y compris dans ce cas-là. Puisque la racine s'écrit moins b sur 2a plus racine de 0, enfin, d'accord, ça marche bien. Donc en gros, le premier bout, d'accord, ce moins b sur 2a là, eh bien en fait, il est commun à l'intégralité des cas. La seule chose qui va changer, c'est l'autre bout.
Est-ce que c'est un... Et d'ailleurs, l'autre bout, il change drastiquement, puisque soit c'est un réel, positif ou négatif, puisque c'est là qu'il y a la bascule entre les deux racines, soit c'est un imaginaire pur, pareil, à partie imaginaire positive ou à partie imaginaire négative dans cette histoire-là. Ok. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que la partie commune, qui vaut moins B sur A, enfin moins B sur 2A plus exactement, en fait c'est littéralement ça, à un facteur 2 près. On est au clair là-dessus? Et donc en gros, on va donc essayer de mettre un paramètre là-dedans, qui marche bien, et ensuite pour diverses raisons, il y a un paramètre là qui sera extrêmement important, ensuite, qu'on va tripatouiller un peu. Donc l'idée c'est que là, on va, bien sûr, ça ne se devine pas comme ça. Les physiciens, à un moment donné, vont dire, ok, nous, on va poser deux paramètres, où on va remplacer, en fait, A2 et A1, A2 et A0 sur A2, et on va voir qu'en fait, ça a des bonnes propriétés pour que les calculs, ensuite, soient sympas, et surtout, soient systématiques. Un des gros trucs qu'il faut que vous compreniez avec les formes canoniques, c'est que, une fois que vous avez écrit la forme canonique, c'est ce qui va arriver maintenant, quel que soit le problème, quel que soit le domaine, quelles que soient les solutions, s'écrivent de la même façon, avec les mêmes lettres, littéralement. D'accord? Ça, c'est cool. C'est no brain, quoi. Ok. Voilà. Donc, on est parti, et c'est ça qui est extrêmement important dans cette histoire. Donc, avant de continuer et de faire, bien sûr, là, il y a une disjonction de cas à faire, on sent qu'on va quand même se la bouffer. Il y a un moment donné ou un autre, quand même, ça, on ne va pas y échapper. Mais ça, c'est extrêmement important. Donc, en physique, on pose oméga 0. Donc oméga 0, elle porte un petit nom, ça s'appelle la pulsation propre. Et Q, qui s'appelle le facteur de qualité. Tel que E' se réécrivent de la façon suivante. Donc bien entendu, ce premier terme, le terme d'ordre, il ne change pas, il a toujours un coefficient 1 devant. Donc je rappelle, je l'ai déjà fait ça. Ici, vous avez un 1, d'accord? C'est important, vous avez un coefficient 1 en facteur devant ce truc-là. Okay. Le deuxième terme, alors en fait, je vais l'écrire dans le désordre si vous suivez un peu. Le premier terme qu'on va identifier, c'est celui-là, c'est le terme d'ordre 0, d'accord? Alors, on va faire des petits trucs d'homogénéité. Oméga 0, c'est une pulsation propre. On n'a pas encore vu les fonctions sinusoïdales, ça arrive demain pour la moitié d'entre vous. Mais si vous avez déjà croisé, c'est une pulsation. Vous connaissez cette dimension? Ouais. Il y a les radians, mais ça, on s'en fout. Ce qui m'intéresse, c'est l'autre bout. Ouais. Alors, c'est presque une fréquence. C'est quoi là? Vous connaissez au moins une formule, ouais? C'est les radians par seconde, effectivement, puisque vous avez dû apprendre un jour quelque part que oméga c'était 2πf. Ou 2π sur t, ou... D'accord? Oméga 0, c'est le nombre de radians que vous faites par tour, d'accord? Donc en gros, oméga, vous appelez ça aussi la vitesse angulaire. La meilleure façon de s'en souvenir, c'est quand vous faites des tours, d'accord? Le temps que vous mettez à faire un tour, c'est la période, ok? C'est donc quand vous faites un mouvement circulaire. Le nombre de tours que vous faites par seconde, c'est donc la fréquence. C'est l'inverse de la période, d'accord? Si vous mettez, je sais pas, si vous mettez 3 secondes à faire un tour, vous allez faire un tiers de tour par seconde. C'est la fréquence, ok? Et ensuite, la pulsation, c'est simplement la conversion de ça en radians. Donc si vous faites un tour par seconde, c'est comme si vous faisiez 2 pi radians par seconde, puisqu'un tour, c'est 2 pi. Donc la pulsation, c'est 2 pi sur 2 pi sur 2 pi fois f, 2 pi sur t. Petite remarque. Donc si ça, c'est l'inverse d'un temps, ça signifie que, grosso modo, si je veux mettre comme ingrédient oméga 0 ici, il faudrait que je le mette à quelle puissance? Ouais. Au carré, effectivement, pourquoi? Parce qu'ici, vous avez une dérivée seconde par rapport au temps. Je vous ai appris que dérivée, ça revenait à diviser par la variable. C'est notre cours de la semaine dernière pour la moitié d'entre vous et il y a 2 semaines pour l'autre. Et donc, en gros, la dimension de ça, c'est la dimension de f divisée par celle d'un temps au carré. Ici, vous avez la dimension de f. Et donc, vous allez tout simplement multiplier ça par oméga 0 au carré pour que ce soit homogène. C'est le premier terme, d'accord? Et ensuite, bah, si vous avez compris, ça signifie que quand même là-devant, il faut un ingrédient avec quelle puissance de oméga 0? Bah 1, d'accord? Donc là, vous allez tout simplement avoir oméga 0 et vous allez le diviser par Q. Ce qui vous raconte que Q est sans dimension par ailleurs. Voilà l'idée. Donc grosso modo, vous avez ces deux blocs-là qui sont ici, d'accord? Donc,
Ça vous raconte plein de choses. Donc déjà en termes de dimension, oméga 0 étant radian seconde moins 1, Q est sans dimension. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme propriété? Oméga 0 est de quel signe? Alors en fait, vu comme ça, on ne sait pas, d'accord? Vous pourriez avoir les deux négatifs ou les deux positifs, on est d'accord? Parce que ça vous donne un truc positif de toute façon, d'accord? Donc ici, on choisit comme oméga 0 est positif et Q est strictement positif, d'accord? Ça c'est la base. Et ensuite, si je fais essayer de faire le rapport entre mes coefficients et ça, qu'est-ce que je vais avoir en fait? Oméga 0 carré, ça vaut quoi? A0 sur A2, d'accord? Non. Oméga 0 carré, c'est A0 sur A2. Et oméga 0 sur Q, c'est tout simplement égal à A1 sur A2. Donc, en gros, la façon de faire, vous tombez sur un écodiff qui va avoir des coefficients quelconques, et vous allez en fait finalement identifier dans votre équation différentielle les diverses choses. Je vous donne un exemple avant de continuer, encore histoire qu'on comprenne un peu ce qui se passe, et que vous voyez comment ça marche en physique, quoi. Donc, je prends un exemple très con. Imaginons que j'ai... j'en sais rien, on va faire un truc comme ça. ml carré pardon. d2 de θ par rapport au temps, plus lambda dθ sur dt, plus cθ est égal à 0. Voilà. Vous savez pas trop ce que c'est que cette histoire, mais voilà. Oui, je t'écoute. Bah, je lis. Je lis les codifs en fait. Tu vois, c'est celle que j'ai effacée tout à l'heure. Mais si je veux que ça, ce soit la même que prime, il faut que les coefficients 1 par 1, ce soient les mêmes. Regarde, je viens de l'effacer, c'est con. Mais regarde ton équation différentielle que j'avais écrite ici. D'accord? C'est littéralement de l'identification brutale. Mais c'est hyper important. Hein. C'est vraiment, on identifie comme des brutasses. Ce terme-là, c'est oméga 0 sur Q. Ce terme-là, c'est oméga 0 carré. Oui, je t'écoute, c'est ML carré. C'est ml carré, effectivement. Voilà. Par exemple, équation d'un oscillateur harmonique de torsion, oui. Oui. L'oméga 0. Sans verbe, je ne peux pas répondre à ta question. Voilà, c'est bon? D'accord là-dessus? Comment on fait pour trouver oméga 0 carré et oméga 0 sur Q? Donc ici, que vaut oméga 0 carré? Raté. Attention, il y a un piège. Ouais. C'est sur ml carré, effectivement, j'ai fait exprès pour vous tomber dans le panneau, je te remercie. Attends, c'est parfait. Voilà. Donc oméga 0, c'est C sur ml carré, donc vous divisez d'abord par ml carré pour avoir 1 là. Et que vaut oméga 0 sur Q? Lambda sur ml carré. Voilà. Et ensuite de ça, vous pouvez extraire donc que vaut oméga 0 si je vais jusqu'au bout. Vu que c'est positif, il n'y a pas de question à se poser. Ça vaut effectivement racine de C sur ml carré. D'accord? Et à partir de celle-là, vous pouvez dire que Q, c'est tout simplement en fait oméga 0 ml carré divisé par lambda. On est d'accord? Et donc vous pouvez remplacer oméga 0 par son expression. Alors, vous voyez qu'on a toujours un truc un peu rigolo, c'est qu'on a toujours ici le terme A2 ici, et ensuite racine de A2 qui est en bas. Tout le monde est conscient que x sur racine de x, ça vaut racine de x? D'accord? C'est juste parce que 1 moins 1,5, ça fait 1,5. Hein. X puissance 1 divisé par x puissance 1,5, ça fait x puissance 1 moins 1,5. C'est pas des trucs compliqués avec multiplier les racines, c'est juste des jeux sur les puissances, cette histoire. D'accord? Donc ça vous donne simplement racine de c ml carré sur lambda, si vous avez envie de le faire jusqu'au bout. D'accord, voilà. Vous voyez que c'est pas dur. Hein. Une fois que vous avez trouvé votre équodif, trouver oméga 0 et trouver Q, c'est extrêmement simple. C'est de l'identification brutale. Ce terme-là, c'est oméga 0 carré. Ce terme-là, c'est oméga 0 sur Q. On attaque et c'est fini. Vous avez compris là-dessus?
Vous n'avez pas besoin de comprendre le pourquoi du comment, hein. C'est juste, ça va s'éclairer dans la suite, parce qu'en fait, vous allez voir que les solutions s'écrivent de façon extrêmement simple et c'est vachement facile à retenir, surtout. D'accord, voilà. On est d'accord. Cet exemple-là, oui, je t'écoute, Mathéo. Pourquoi quand on obtient racine de CML carré sur... Bah, j'ai remplacé oméga 0 par sa valeur. Donc il y a un racine de C qui est au numérateur. Et ensuite j'ai un ml carré sur racine de ml carré qui me donne racine de ml carré. Ah oui. Voilà. Celle-là, vous allez tout le temps la voir, c'est parce que c'est structurel en fait. Vous avez toujours un divisé par A2 ici qui se balade et qui est commun aux deux termes. Donc ce truc-là ressort très souvent. Et comme c'est delta qui va m'intéresser, on est d'accord que maintenant la disjonction de cas se concentre sur delta. On n'a pas exploité ça encore, mais on sait qu'on a une disjonction de cas à faire sur le sujet pour la nature des les natures des racines. Et bien il va falloir donc que j'exprime delta en fonction de Q et de oméga 0 pour voir la gueule que ça a. Et est-ce qu'on a gagné ou pas? C'est le but du jeu quand même. D'accord? Voilà. Dans ce cas, delta s'écrit comment? Donc si je prends le polynôme... Alors dans ce cas-là, dans ce truc-là, si j'écris delta à partir de ça, ça va me donner quoi? Ouais. Ouais, au carré. Moins 4 fois oméga 0 au carré. Donc oméga 0 sur Q, le tout au carré, moins 4 oméga 0 au carré. Et là, vous voyez qu'il y a un truc magique qui se passe, c'est qu'on va pouvoir faire quoi? Factoriser par oméga 0 au carré, qui a le bon goût d'être quoi? Positive, donc la discussion sur le signe ne dépend plus que de la discussion par rapport à Q. D'accord? Donc en fait, ça c'est oméga 0 qui multiplie 1 sur Q2 moins 4. Et 4, ça a le bon goût d'être quoi? D'être un magnifique carré. D'accord? Ouais. Il manque un carré, bien sûr. On est d'accord là-dessus? Et donc en gros, la disjonction de K va suivre la logique suivante. Vous voyez que si Q... Alors, il faut faire attention parce que Q varie en raison inverse de delta. D'accord? Vous voyez que quand Q augmente, delta diminue. D'accord? Donc, et on change un peu. Donc c'est juste un effort de mémoire à faire, mais c'est pas très très compliqué. Donc, delta positif, c'est... Alors je rappelle que Q est positif, donc ce truc-là est une fonction bijective. D'accord? Dans cette histoire, c'est un sur x carré, globalement. Quand est-ce que ça change de signe? Grosso modo, pour quelle valeur de Q ce truc-là s'annule? Donc, mauvaise réponse parce que... Alors déjà, double mauvaise réponse. D'une part parce que Q est positif. Et c'est un demi, effectivement, mais ça c'est une autre conversation. D'accord? Voilà. Donc effectivement, ce truc-là s'annule quand Q vaut 1,5. Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord? C'est quand Q carré vaut 1 quart, et non quand Q vaut 1,5. Q est positif, donc on n'a pas à se préoccuper de savoir ce qui se passe dans la partie négative du problème. D'accord? Donc delta positif, c'est équivalent à dire que Q est inférieur à 1,5. Tout simplement parce que Q et delta varient en sens inverse. Delta nul est équivalent à dire que quoi? Que Q égale 1,5. Et delta strictement négatif est équivalent à dire que quoi? Q est strictement plus grand que 1,5. Alors, l'idée, c'est la chose suivante. Physiquement, en fait, la valeur de Q traduit en général la présence de frottement, la présence de dissipation dans votre circuit. C'est pour ça qu'on appelle ça le facteur de qualité. Autrement dit, plus Q est élevé, et moins vous avez de frottement. Bon, on va regarder ça sur le grille des solutions, et donc ça veut dire que vous avez de moins en moins d'amortissement. Le système va osciller longtemps. Si Q est au contraire très faible, le système va frotter, voire jamais aussi. On est d'accord sur cette disjonction de K, donc en fait, en physique, on n'écrira jamais delta, on sautera directement sur la valeur de Q. Alors, je rembobine un peu. Vous, bien sûr, dans un vrai problème physique, vous avez des paramètres qui ont des valeurs. Vous trouvez donc une équation différentielle et vous pouvez donc trouver la valeur de Q. D'accord? Donc, vous pouvez donc calculer une vraie valeur, sans dimension. Et si vous trouvez par exemple que Q égale 3, vous savez que vous êtes dans ce cas-là. Si vous trouvez Q égale 0,25, vous savez que vous êtes dans ce cas-là, etc., etc. On est au clair là-dessus? Voilà. Alors je fais juste une petite remarque pour la suite, parce que je sais que mon collègue de SI
va sévir très rapidement sur exactement le même sujet. On pose parfois xi qui est égal à 1 sur 2q. D'accord? Et qui s'appelle le coefficient d'amortissement. Donc ça, quand je dis parfois, c'est en SI. D'accord? Ouais. C'est un xi. Ben, il s'écrit comme xi. Comme ça, quoi. Voilà. Ok. Comme ça. C'est xi. D'accord. Voilà. Coefficient d'amortissement, c'est ce que vous ferez en SI. Alors xi ne va pas avoir des bascules par rapport à 1,5, mais il va avoir des bascules par rapport à 1. Vous voyez que quand Q vaut 1,5, xi vaut 1. Et ça va être dans l'autre sens. D'accord? Donc en gros, delta est positif quand xi est plus grand que 1, delta est nul quand xi vaut 1, et delta est négatif quand xi est plus petit que 1. D'accord? Ici, vous utiliserez celui-là. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire avec. Moi, j'aime bien xi, parce que quand je vais vouloir passer au cas où A1 est nul, alors ici, j'ai qu'à dire que xi vaut 0, alors qu'en physique, je vais dire que q tend vers plus l'infini, et c'est plus cher à faire. Voilà. C'est pareil, mais bon, coefficient d'amortissement. Voilà. On est d'accord là-dessus? Donc on est parti maintenant. On a une disjonction de case coltinée, on se la coltine. Hein. Alors, avant, non quand même. Non, il y a le théorème de base avant les choses, voilà. Donc, ensuite, on va écrire la chose suivante. Les solutions de l'équation différentielle, à l'instar des systèmes d'ordre 1, vont s'écrire de la façon suivante. Donc, voilà. On admet. Alors, quand je dis on admet, c'est très temporairement. Hein. Pour le coup, dans 3 semaines en maths, c'est plié. Hein. D'accord? On admet que les solutions de E' et donc de E. Je vous rappelle que c'est les mêmes solutions, celle de E' et celle de E. D'accord? S'écrivent sous la forme f qui a t associe a exponentielle de R1t plus b exponentielle de R2t avec AB appartenant à C. D'accord? Voilà. En fait, est-ce que je le... Ouais, on bricolera après. Si R1 et R2 sont distinctes, donc R1 et R2 distincts, ça signifie que c'est soit le cas delta strictement positif ou delta strictement négatif. D'accord? Vous avez deux racines distinctes. Mais il y a un cas où en fait vous avez deux fois la même racine. D'accord? Et dans ce cas-là, le truc s'écrit de la façon suivante, A plus BT exponentielle de R1T si delta est nul. Avec bien sûr toujours AB appartenant à R. Cette fois c'est des réels. Enfin, vous êtes sûr que c'est des réels, plus exactement. Alors, pourquoi ça marche? On va revenir un peu sur le sujet. Vous vous souvenez de pourquoi ça marchait bien exponentielle de R1T avant? En fait, en gros, quand vous l'injectez dans l'équation différentielle, vous allez faire descendre R1 à chaque ordre de dérivation. Et vous allez retomber sur le polynôme caractéristique facteur de exponentielle. Oui, je vous écoute. A plus BT. C'est un B, pareil. Voilà. Oui, je t'écoute, Simon. Pourquoi le T? C'est comme ça. Enfin, moi je me dis, si je me réfère à ce moment, si je fais juste R1 égale R2. Eh ben, ouais, mais il va t'en... Ouais, mais il t'en manque. Il t'en manque, en fait. Donc, t'as que cette partie-là. Si tu as une racine dégénérée, il te manque une partie des trucs. En fait, ça vient du fait que tu peux, quand tu n'as qu'une seule racine, tu peux toujours mettre ton polynôme sous la forme x moins 1, la racine, le tout au carré. Et donc, en fait, quand tu vas dériver par rapport au temps, tu vas avoir des termes qui vont bien se passer et qui rajoutent des solutions. Voilà. Vous allez faire tout ça avec M. Lévy sans aucune forme de problème. De toute façon, ces formes-là, comme vous avez pu le constater, elles ne sont pas en orange parce qu'en physique, on ne va pas les utiliser. C'est juste pour vous justifier un peu comment ça fonctionne et surtout pour justifier le fait que je vais chercher les racines, leur écriture, et ensuite on va tout tripatouiller dans tous les sens pour que ça marche bien. D'accord? Voilà. Alors on y va, petit a.
Je commence par quoi? Tiens, grande question. Bon, je vais le faire dans le même ordre que ça, d'accord? Ok. Et on va commencer par cet ordre-là. On va faire ça tranquille. Alors, donc, premier cas. Cas de racines dans R-. D'accord? Donc vous avez deux racines réelles. Elles ne peuvent pas être négatives, elles ne peuvent pas être nulles par ailleurs. Pour une raison très simple, c'est que si vous voulez avoir une racine nulle, il faut que à 0 soit nul. Donc cette histoire, or ceci n'est pas possible. Cas de deux racines dans R-, c'est équivalent à dire que delta est négatif. Ah, et delta est positif, pardon. C'est équivalent à dire que Q est comment donc? Inférieur à 1,5, d'accord, je recopie les choses. C'est-à-dire que Q est inférieur à 1,5. Voilà. Et ce truc-là porte un nom, donc le paragraphe qui vient va justifier ce nom. Ce truc-là s'appelle le régime apériodique. D'accord? Vous avez commencé les complexes ce matin, c'est ça, avec Monsieur Lévy. Donc il me sauve la vie au passage. D'accord, super. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais j'en aurai besoin demain. Ça va venir vite. La chose dont j'ai besoin, c'est qu'il faut que vous compreniez que quand j'ai exponentielle i quelque chose, c'est un cosinus et un sinus. C'est la chose dont j'ai besoin. Que exponentielle i θ, c'est a cos θ plus i sin θ. D'accord? C'est bon ça, j'ai perdu personne là. En gros, la physique du problème, elle est la suivante, parce que je vais en parler là-dessus. Vous allez donc avoir des exponentielles de racines, d'accord? Ces racines-là sont toujours en deux bouts. La partie moins b sur 2a, qui est la même pour tout le monde, d'accord? Qui va vous donner donc un exponentiel, et qui est la même pour les deux racines par ailleurs aussi, donc vous allez pouvoir factoriser dans cette histoire. On est d'accord que c'est le même pour les deux racines, à chaque fois, dans tous les cas. Donc vous allez pouvoir factoriser ce exponentiel-là, et ce exponentiel est un exponentiel décroissant. Concentrez-vous, messieurs, c'est dur ce qui se passe. D'accord, voilà. Non mais c'est pas vous, hein. Moi je m'en fous, on va juste utiliser ça toute l'année. C'est vraiment pas le cours où il faut pas être focus. Hein. D'accord. Ben, après, moi je m'en fous, mais là vous êtes comme des boulangers, vous n'avez rien à foutre de savoir ce qu'est la farine. Enfin, là franchement, vous passez à côté de votre métier. Donc vous allez pouvoir mettre en facteur exponentiel de moins b sur 2a fois t, d'accord? Ça c'est une partie exponentielle décroissante. Ce qui se passe compter, c'est l'autre partie. L'autre moitié, c'est exponentielle du racine de delta, enfin tout l'espèce de bordel qu'il y a dans cette histoire. On est au clair? Et là, c'est là où la disjonction de cas va jouer. Dans notre cas ici, notre racine de delta, c'est un nombre positif, d'accord? Soit positif, soit négatif, puisque vous avez le cas plus racine de delta sur 2a et moins racine de delta sur 2a. C'est bon, vous suivez là? Je ne l'écris pas, hein, je sais ce que je fais. C'est juste pour vous forcer à voir les racines d'un polynôme du second degré, les tripoter dans un sens, tripoter dans l'autre, d'accord? Donc là, je suis en train de parler de la partie racine de delta sur 2a dans vos racines de polynôme. C'est bon? Vous la voyez? Toutes et tous? Sûr? Parce que sinon j'écris, hein, c'est pas, ça mange pas de pain. D'accord. Celle-là, elle va être positive ou négative, et donc ça va vous donner un exponentiel soit croissant, soit décroissant, mais qui est en facteur de toute façon d'un exponentiel négatif qui, lui, abaisse tout. En gros, ça signifie que ceci est une somme d'exponentiels décroissants. Donc votre solution, la gueule qu'elle va avoir, à la fin en tout cas, elle va tendre vers 0 tranquillement. Elle peut avoir un petit maximum au début, ou un petit minimum, ça dépend comment ça part, mais grosso modo, c'est une solution qui ne va jamais osciller. Dans le meilleur des cas, dans le plus régulier des cas, elle fait ça. Dans le pire des cas, elle fait hop, et puis elle redescend. D'accord? Mais jamais elle va commencer à faire des allers-retours. Si par contre, je m'intéresse au cas qui sera le cas du petit c, dans cette histoire, au cas où en fait delta est négatif. Vous aurez toujours le même exponentiel de moins b sur 2a en facteur, qui vous donnera donc un truc décroissant. Mais ce truc-là sera facteur d'une somme de deux exponentiels, ici, d'accord? Et ces deux exponentiels comportent en haut des complexes conjugués. Puisque vos deux racines sont complexes conjugués, ça porte même des imaginaires purs opposés, si on veut vraiment aller plus loin. D'accord? Puisque ce sont les parties imaginaires de deux complexes conjugués. Okay. Résultat des courses, ces exponentiels-là, en fait, sont des cosinus et des sinus.
Donc vous allez avoir un exponentiel qui va être multiplié par quelque chose qui va être simplement une fonction sinusoïdale. Autrement dit, quelque chose qui va osciller tout en s'atténuant. Attendez, un truc à faire ça, ça. Physiquement, ces régimes, c'est des régimes que vous connaissez déjà en mécanique. D'accord? Si vous prenez une porte avec un groom, par exemple, ce genre de choses, si vous fermez la porte, elle fait schlac. D'accord? Elle oscille pas autour. Ça, c'est ce qu'elle a. Si au contraire, vous prenez une balançoire et que vous la lâchez, il y a peu de frottement, elle va donc osciller tout en s'amortissant. Ça, c'est le petit c. C'est ça dont on est en train de parler aujourd'hui. D'accord? Si vous montez dans une voiture, la voiture, elle fait... Elle fait pas... Si elle fait ça, il faut aller très très vite, c'est le garagiste. D'accord? C'est-à-dire que vous n'avez plus d'huile dans vos amortisseurs. D'accord? Tout le monde monter dans une voiture, tout le monde sait qu'une voiture, ça descend quand vous montez, même si vous êtes léger. D'accord? Voilà, ok. Mais si la voiture, elle fait ça quand vous montez, ça signifie que vous n'avez plus de frottement dans vos amortisseurs. Donc votre voiture va rentrer en résonance sur les pavés, donc vous allez décoller à un moment donné ou à un autre. Oui? Et le petit b, du coup? Le petit b, en fait, physiquement, ça ressemble énormément à ça. C'est juste que c'est la façon la plus rapide de faire ça. En gros, d'avoir un truc qui descend comme ça, tu vas avoir un truc qui va vouloir passer le seuil, mais qui va s'arrêter net. Voilà, c'est ça le petit b. En fait, c'est une anomalie mathématique, le petit b, mais physiquement, en fait... déjà, il faut être très clair. Delta égale 0 en physique, ça veut rien dire. Je vous rappelle qu'en fait, en vrai, quand on fait de la mesure, on n'est jamais à delta égale 0. On est à delta dans un intervalle qui est très petit, autour de 0. Donc, tous les cas mathématiques qui sortent ultra particuliers d'une valeur qui est exactement égale à ça, c'est des cas qui sont des cas non physiques, en fait, en vrai. Parce que, voilà, quoi. En gros, moi, je fais pas la différence entre... Physiquement, je fais pas la différence entre ça et ça si j'ai du bruit. Tu vois, entre le cas où je suis un peu passé en dessous et le cas où je suis resté au-dessus. Parce que si jamais ma mesure, elle est dégueulasse ici, de toute façon, je ne verrai pas la différence. C'est vraiment important, ça. En maths, ce cas-là, il est énorme parce qu'il a vraiment une forme hyper différente. Il est hyper bizarre, mais en fait, en vrai, physiquement, c'est juste un cas limite entre les deux, où tu sais jamais, en fait, de quel côté de la limite tu te trouves. Ça, c'est le désavantage de manipuler les intervalles et pas des valeurs. Prenez la mesure. D'accord? On est d'accord sur ce petit récit? On y va, et maintenant, on se coltine tout le bordel. D'accord? Dans ce cas, que valent R1 et R2? Maintenant, on va finir par les écrire, mais on va les écrire directement en forme canonique. D'accord? Donc, on reprend la forme, je ne l'ai pas, mais vous l'avez en tête. Donc, vous avez la partie moins b sur 2a, et en fait, vous voyez que moins b sur a, vous l'avez, vous pouvez l'extraire directement. C'est le terme qui est au milieu de votre polynôme caractéristique. C'est donc, vous avez le droit de revenir en arrière, vous. Moi, je ne l'ai pas. C'est quoi? C'est pas un W, c'est oméga 0 sur Q. Donc, je vais avoir en fait ici moins oméga 0 sur 2Q, et je vais l'avoir comme contribution de chaque côté, enfin pour mes deux racines. On est d'accord? J'ai pas fini, hein. Il manque des bouts. D'accord? Plus et moins. Ça, c'est la double structuration. Je sais qu'en maths, on les écrit jamais comme ça, on met tout ça sur le même dénominateur, mais moi, j'aime vraiment les casser en deux, les racines, pour vraiment avoir les deux ingrédients forts dans cette histoire. D'accord? Donc, ici, je vais avoir 1 sur 2 et 1 sur 2, puisque c'est sur le 2A. On est d'accord? Et en haut, je vais avoir racine de delta. Et delta, on l'a écrit tout à l'heure. Moi, je ne l'ai plus, mais bon, vous allez pouvoir le trouver. C'est racine de... Qui a W encore? Donc j'ai un oméga 0 carré, facteur de 1 sur Q2 moins 4, d'accord? Donc je vais l'écrire comme ça, facteur de 1 sur Q2 moins 4, et en bas je vais avoir exactement la même chose, oméga 0 carré, facteur de 1 sur Q2 moins 4, sauf que j'ai un moins devant ma racine. On est d'accord là-dessus? Oui, je t'écoute. Parce que A vaut 1, et que 2 fois 1, ça vaut 2. Voilà. D'accord? A vaut 1, c'est la condition stricte de se mettre en forme canonique. D'accord? C'est bon là-dessus? C'est juste l'écriture de ça. Alors, c'est là où vous allez voir que la forme canonique va nous faire des trucs absolument incroyables. C'est que vous voyez que le oméga 0 carré, qu'est-ce qu'il a? Il n'a qu'une seule idée, c'est de faire quoi? De sortir de la racine sans aucune forme de problème. Le 2 n'a qu'une seule idée, c'est de rentrer à l'intérieur.
Vous êtes d'accord? Et en fait, là, vous avez une multiplication par 1,5, donc c'est comme si vous multipliez par 1/4 l'intérieur de votre racine. Oui. Oméga 1 sur q carré sur la racine. C'est 1 sur q carré moins 4 à chaque fois. C'est le même, hein, c'est delta quoi. Soit, et ça on va les écrire, on va les réécrire autrement. Vous avez donc un moins oméga 0 carré sur 2q ici. D'accord? Premier bout. Plus oméga 0 racine de 1 sur 4q2 moins 1. Et R2, c'est moins oméga 0 sur 2q moins oméga 0 racine de 1 sur 4q2 moins 1. Toujours la même chose à l'intérieur de la racine. Vous voyez que ces deux racines sont exactement les mêmes. Elles ont exactement la même tronche. Sauf ce petit truc-là. Ces deux racines sont négatives. Ça, on l'a prouvé tout à l'heure. Celle-là, c'est évident. C'est un nombre négatif plus un autre nombre négatif. Celle-là, ça l'est un peu moins, mais vous voyez qu'en fait, ce truc-là, là, à l'intérieur de la racine, c'est plus petit que 1 sur 4q2. Et donc, à la racine, c'est plus petit que 1 sur 2q. Et donc, comme là, vous avez moins 1 sur 2q plus 1 sur 2q qui est plus petit, vous n'arrivez pas à passer 0. D'accord? Alors, c'est extrêmement important à comprendre quand même cette histoire-là. En valeur absolue, laquelle est la plus grande? C'est R2, d'accord, hein? Donc, on a, alors je vais réécrire R1 négatif, R2 négatif et valeur absolue de R2 qui est plus grand que valeur absolue de R1. Autrement dit, R2 est plus négative que R1. D'accord? Voilà, c'est ça que ça vous raconte dans cette histoire. Ça va être important pour voir lequel des deux exponentiels gagne dans cette histoire. On écrit donc, ça c'était mon pied, hop là. On écrit donc la chose suivante, que les solutions, on écrit donc les solutions alors, je veux que vous soyez extrêmement attentifs et attentives à ce que je vais faire maintenant. Parce que si je vous bassine depuis une demi-heure sur la structure des racines, c'est pour arriver à ce que je vais faire maintenant. D'accord? Donc, celle-là, vous voyez que quand je vais mettre tout ça à l'exponentielle fois t, donc ça va être tout ça fois t, d'accord? Et tout ça fois t. Mais vous voyez que mon exponentiel, je vous rappelle que l'exponentiel de la somme, c'est le produit des exponentiels. On est d'accord? Et donc, je vais pouvoir en fait factoriser ce bout-là. Et donc, je ne sais pas pourquoi je suis en blanc, c'est du orange, très fort là. Je vous montre comment on les écrit. Donc, c'est exponentiel. Donc, je vais avoir en facteur de tout un exponentiel moins oméga 0 t sur 2q. D'accord? Ça, c'est mon terme qui factorise, qui est en facteur de tout le monde. OK? Et ensuite, je vais avoir deux termes. D'accord? Alors, je ne vais pas les appeler A et B cette fois. Je vais leur donner un petit nom, parce que A et B, j'en ai besoin juste après. Je vais les appeler A1. Et qu'est-ce qui va me rester là dans mon exponentiel? En fait, il va me rester ce truc-là, d'accord? Donc, je vais avoir oméga 0t. Alors, en fait, ça, je vais l'appeler oméga t. Et vous voyez que dans l'autre... je vais poser oméga après, vous inquiétez pas. Vous voyez que ici, j'ai la même chose, mais avec un moins. On est d'accord là-dessus? Plus B1, exponentielle de moins oméga t, avec oméga qui vaut quoi? Ouais, c'est effectivement ce bout-là, d'accord? Avec oméga qui vaut oméga 0, racine de 1 sur 4q2 moins 1. D'accord là-dessus? Donc vous voyez que vous avez une forme extrêmement sympa, oui? Il y a une différence entre le oméga 0 et le oméga Ben, à l'intérieur. Okay. Excuse. Très nettement. C'est pas le même. Et bien entendu, A1, B1 appartenant. Alors, F étant réel, ça étant réel, ça étant réel, ça étant réel, il faut que A et B1 soient forcément réels. Voilà. Donc ça, R du. On est au clair là-dessus?
Donc ça, c'est une structuration extrêmement importante dans cette histoire. D'accord? On va essayer d'abord de tracer la tronche de ce truc-là. D'accord? Donc vous voyez que il y a un truc qui... Finalement, bon là je l'ai mis sous une forme factorisée parce que j'ai un truc à faire juste après. Mais si je reste sous cette forme-là avec R1 et R2, vous voyez qu'en fait c'est la somme de deux exponentielles décroissants. Il y en a un qui descend et il y en a un qui descend plus vite. Question, lequel des deux descend le plus vite? Alors, je la refais, hein. On va avoir, notez pas, on va avoir juste cette conversation-là. D'accord? Vous avez ce truc-là, là, d'accord? Vous avez donc une somme de deux exponentielles qui sont des exponentielles décroissantes. Je rappelle que R1 et R2 sont négatifs tous les deux, d'accord? Donc, grosso modo, ce truc-là, ça a cette gueule-là, ce truc-là, ça a cette gueule-là. Alors, A et B peuvent être de signes opposés, donc ça se trouve, il y en a un qui monte, l'autre qui descend, ça c'est pas forcément très très grave. Mais l'idée, c'est lequel des deux, alors je vais dire un truc qui va faire hurler Monsieur Lévy, mais au moins on se comprendra. Lequel des deux va, alors non, c'est bon, lequel des deux va flirter avec l'axe des abscisses le plus tôt? J'ai dit qu'il ne le touchait pas, d'accord? C'est juste un amour platonique, d'accord? Voilà. Ouais. C'est B exponentielle R2T, pourquoi? Effectivement, parce qu'en fait, R2 étant très négatif, d'accord? Vous voyez qu'en fait, les valeurs de R de T vont être très vite dans des valeurs négativement assez grandes, alors que R1T, lui, va descendre plus lentement, tout simplement parce que R1T, enfin plutôt valeur absolue de R1T, si on fait ça va être en fait plus petit que valeur absolue de R de T. On est d'accord? Dans une exponentielle décroissante, plus vous augmentez en termes négatifs, autrement dit en valeur absolue ce qu'il y a là-dedans, plus vous descendez vite vers 0. Autrement dit, très vite, ce qui va imposer son comportement au système, c'est qui? C'est R1 ou R2? Raté. C'est R2 qui descend le plus vite, donc R2 très vite va devenir négligeable devant R1. D'accord? Au contraire, c'est R1 qui va rester, qui va encore faire quelque chose d'intéressant. Celui qui tend le plus vite vers 0, c'est celui qu'on peut oublier le plus vite, d'une certaine façon. On est d'accord? Donc ça, c'est un truc important à comprendre. D'accord? Le comportement de f est alors exponentiellement décroissant avec un temps caractéristique. On a déjà croisé ce mot temps caractéristique, vous vous souvenez? C'est le taux de l'ordre 1. Mais en fait, quand je fais une somme de deux exponentielles, s'il y en a un qui tend vite vers 0, vous voyez qu'en fait, à terme, ça va ressembler à un ordre 1. Il ne va rester plus qu'un seul exponentiel. D'accord? Donc avec un temps caractéristique taux, qui vaut, en fait, tout simplement... Donc vous vous souvenez, dans l'ordre 1, c'était moins 1 sur R, d'accord? Là, ce sera aussi moins 1 sur R1. D'accord? C'est-à-dire celle qui impose son comportement à l'inverse et à l'opposé. D'accord? Tout bêtement. Avec taux qui vaut moins 1 sur R1. Si vous voulez l'écrire, c'est donc... c'est celle où il y a... C'est celle où c'est mix, les signes. C'est pas très beau de l'écrire comme ça, je le laisse comme ça. Bon, moi, j'ai déjà fait. Mais c'est moins 1 sur R. D'accord? Parce que R1, c'est la valeur la plus petite en valeur absolue, c'est la moins négative des deux. C'est celui qui donne le taux le plus grand, d'une certaine façon. Celui qui met le plus de temps à descendre. On est d'accord là-dessus? Voilà. Donc en gros, alors, si j'essaie de tracer l'allure de f en fonction de t, hein, vous voyez que c'est compliqué parce que ça va dépendre essentiellement des valeurs de A1 et de B1. D'accord? Ça dépend si ça monte au départ ou pas. Mais grosso modo, f a une allure qui peut ressembler à... Alors, il y a plusieurs cas. Je ne vous donne pas les cas exacts, ça sert à rien de les apprendre par cœur, mais vous pouvez tomber là-dessus. Donc, le cas le plus simple, c'est ça. On a des couleurs, ce sera peut-être pas mal. Voilà.
ça peut ressembler à ça aussi. De temps en temps, on peut avoir ça, un maximum, puis après ça redescend. Voilà. Donc grosso modo, à terme, ça revient toujours à un exponentiel décroissant, mais vous pouvez voir le début qui est un peu différent en fonction de ce que vous allez faire au départ de votre système. D'accord? Ça dépend essentiellement des valeurs de 1 et de B1 dans cette histoire. Ce que je suis en train de faire là, ce raisonnement, c'est un truc extrêmement important qui conditionne l'intégralité de la physique. Tout système qui a de la dissipation dedans, un peu de frottement, va finir par oublier ses conditions initiales. C'est-à-dire va finir par tendre vers un comportement qui est indépendant des conditions initiales que vous aviez. D'accord? Ça, c'est vraiment un truc hyper fort. Autrement dit, le début va changer, et ça va dépendre des conditions initiales, mais à la fin, tous les systèmes vont se ressembler. D'accord? Et bien sûr, à la limite, tout envers zéro, sans aucune forme de pitié. D'accord? Ça, c'est hyper... Vous utilisez ce théorème tous les jours quand vous allumez un circuit électrique. En quelques microsecondes, la façon dont vous avez basculé l'interrupteur, ce qui était là, vous l'avez oublié, et votre appareil, il marche. Il marche, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais. Une question quand on parlait d'un truc de sinusoïde. Ça arrive. C'est le petit C. Enfin, c'est le petit... En fait, je vais faire le petit B, je ferai le cas bizarre après. On est d'accord là-dessus? Alors, avant de passer au petit B ou au petit C, ça dépend, je déciderai sur le moment ce que je fais. Il me manque un truc. Alors, on n'a pas encore parlé, et on le fera après, ce sera mon grand 3, de comment est-ce qu'on fait pour déterminer A et B dans le premier cas, enfin A pardon dans le premier cas, et A et B1 dans ce cas-là. D'accord? Pour l'instant, vous voyez qu'il y a un truc bizarre, si vous vous souvenez que vous êtes en physique. Bien sûr, si c'était un cours de maths, que vous ayez une infinité de solutions, vous en foutez, c'est normal, vous commencez à avoir l'habitude des problèmes de maths où il y a une infinité de solutions, c'est comme ça, voilà, c'est pas grave. D'accord, voilà. En physique, on est censé décrire des systèmes réels quand même. Il n'y a pas une infinité de solutions. Hein. Un système, il a un comportement, il n'en a pas 40 millions. D'accord? Vous lancez un truc, vous n'avez pas une infinité de trajectoires, vous n'en avez qu'une seule. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important, et ça, c'est un théorème de maths pour le coup, c'est le théorème de Cauchy, c'est qu'en fait, si vous avez des conditions initiales, alors qu'il n'existe qu'au maximum un couple à un B1 qui satisfait à ça. Vous en avoir 0, d'accord? Ça, c'est toujours triste, mais en général, vous n'en avez qu'un seul. Vous verrez ça l'année prochaine, en maths, en l'occurrence. Et donc, en fait, la détermination de 1 et de B1, ça se fait avec les conditions initiales. Autrement dit, d'où est-ce que votre système part? En gros, il faut juste que vous trouviez la courbe. Et d'où est-ce que mon système part? C'est pas très compliqué, c'est de quel point il part et avec quelle dérivée il part. Donc là, vous voyez que c'est un système qui part de là avec une dérivée négative, et là, c'est un système qui part de là avec une dérivée positive. Donc il va monter d'abord, puis ensuite il va redescendre. Donc la détermination de 1 et de B1 se fait en général en connaissant les valeurs de f à t égale 0. Donc f de 0, ça vaut quelque chose, et les valeurs de sa dérivée également. Alors ça, avec cette forme-là, c'est extrêmement pénible. Parce que ça vaut quoi, f de 0, là? Si je remplace t par 0, ça me donne quoi? Ouais. Non. Non plus. Ça donne effectivement... Ça donne 1 plus B1. D'accord? Si vous vous amusez à dériver, vous voyez que vous allez avoir un exponentiel qui va tomber devant, il y a des bouts, et puis vous allez avoir ici un oméga, puis vous avez A moins... Vous avez un truc en 1 oméga moins B1 oméga. D'accord? Quand vous prenez en 0, il va y avoir des bouts, des termes qui vont se balader. Mais grosso modo, vous allez avoir aussi un truc où il y a du 1 et du B1. Autrement dit, pour déterminer 1 et B1 avec les conditions initiales, ça va vous donner un système de deux équations, deux inconnues. Et théoriquement, si vous avez bien bossé votre chapitre d'avant, vous savez que le système de n équations et l'inconnu, vous en avez déjà marre. On est d'accord? Ça fait chier, on n'aime pas ça, c'est long et ça sert à rien. D'accord? Donc les physiciens et les physiciennes qui sont des vieilles feignasses, comme d'habitude, se sont dit, mais si on pouvait avoir une forme des solutions, où en fait, quand on applique les conditions initiales, on est déjà une matrice diagonale. Autrement dit, un système qui nous donne A et la deuxième qui nous donne directement B, puis on est content. Voilà. Enfin, pas diagonale, mais en triangulaire. D'accord? Et bien, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et c'est va être le vrai théorème qui vous intéresse, parce qu'en fait, celui-là, c'est pas celui-là que vous utiliserez. Celui-là, il est hyper important pour les temps caractéristiques, les machins, pour bien comprendre les deux exponentielles qui descendent. Mais d'un point de vue pratique, on va faire ça autrement. Et ça, c'est super sympa dans cette histoire. Et ça, vous ne le verrez pas en maths. Enfin, je suis pas sûr. Je ne sais pas si M. Lévy se fend de faire ça ou pas. Moi, je le fais en tout cas. Donc, on montre. C'est en blanc pour l'instant. On montre que f peut s'écrire dans ce cas. Alors,
je fais un grand tableau. J'écris régime apériodique. C'est un grand résumé. Ce qui vous raconte que Q est un plus petit que 1,5, ce qui vous raconte que delta est positif. D'accord? Voilà. Donc dans ce cas-là, si vous avez un truc à apprendre, enfin pardon, le seul truc que vous avez à apprendre, mis à part la définition de oméga 0 et de Q, c'est ça. F de t égale, donc là vous voyez que je passe à l'expression plutôt qu'à une présentation mathématique, je glisse doucement vers la façon dont on va travailler en physique. Alors, vous aurez toujours ce terme-là en facteur. Apprenez-le par cœur dès maintenant, il sera commun à l'intégralité des 3 cas. Donc celui-là, on l'aime, d'accord? Exponentielle de moins oméga 0 sur 2q, que multiplie t. Et la chose qui va changer, c'est ce que je vais mettre en facteur. Alors, est-ce que vous connaissez un truc qui raconte que exponentielle de iθ plus exponentielle de moins iθ, ça fait 2 cosinus θ? Il y a un truc, c'est la formule de l'air, d'accord? Ok. D'accord, donc en fait, les complexes, on se rend compte qu'il y a une espèce de notation bizarre, on peut passer des exponentielles complexes aux fonctions sinusoïdales. Et bien, croyez-le ou non, il y a des gens qui ont eu l'idée de faire la même chose avec des exponentielles réelles. Et qui ont inventé 2 fonctions pour ça. La première qui s'appelle le cosinus hyperbolique, et la deuxième qui s'appelle le sinus hyperbolique. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Cos h et sin h avec toujours oméga qui vaut oméga 0 racine de 1 sur 4q2 moins 1 et AB qui sont des réels. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces bestioles ou pas encore? Oui, c'est bon? Non? Les fonctions hyperboliques, quoi. Cos h, sh et th, puisque après, une fois que vous avez un cos, un sin, il faut une tangente, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, justement, je voulais savoir, est-ce que vous pouvez juste... Ah oui, je vais. me réexpliquer pour les... Ah non, mais je ne vais pas réexpliquer, je vais expliquer manifestement pour la moitié d'entre vous. D'accord? Non, c'était un... Est-ce que vous avez déjà entendu parler au sens, j'espérais secrètement, mais j'espère tous les ans, ça ne sert à rien, que quelqu'un dise, oui, on l'a fait ce vendredi avec M. Lévy, qui à un moment donné une espèce d'illumination sur les films, mais non, ça ne marche pas. Donc voilà. On est toujours trahi par les siens, voilà. C'est ça. Alors, avant de continuer, ça, c'est le truc que vous devez connaître par cœur. Vous devez connaître ça par cœur, c'est comme ça. Tout est là. Dans le cas périodique, la forme des solutions, c'est à cette gueule-là. Oméga, ça vaut ça. Et c'est tout. Vous l'apprenez par cœur, c'est comme ça. Et vous pouvez balancer, quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous avez posé correctement oméga 0 et Q. Et vous vomissez ça. Ouais. Du coup, c'est la forme des solutions pour l'équation différentielle dans le 2. Dans le cas où Q est inférieur à 1,5. Bien sûr, on va avoir 3 trucs à apprendre, puisque... voilà. Mais en fait, l'effort de mémoire, il est déjà fait. Alors, je vous dis pourquoi l'effort de mémoire, il est fait. Dans le cas pseudo-périodique, ça, c'est la même chose. Ça, c'est plus des hyperboliques, c'est des cos et des sines. Et la seule chose qui change, c'est... Puisque je rappelle que c'est i racine de moins delta et pas, pas racine de delta. Donc, en fait, si vous connaissez celle-là par cœur, vous connaissez déjà l'autre à quelques ajustements près. Et pour celle dans le cas critique, le cas où delta est nul, c'est ça, avec juste a plus bt ici. Et la chose qui change, c'est comme q vaut 1,5, bah 2q ça vaut 1, donc il n'y a pas le dénominateur. Donc en gros, dès que vous en connaissez une, vous connaissez toutes les autres. En fait. Donc c'est pas mortel. C'est pour ça que j'insiste depuis le début sur la similarité de structure. Donc vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'un seul truc à savoir. Je reparle de cosinus hyperbolique et de sinus hyperbolique maintenant. Donc, on définit la fonction cosinus hyperbolique. Alors, la fonction cos h va de R vers 1 plus l'infini. D'accord, voilà. Et à t, elle associe, enfin x plus exactement, à x, elle associe exponentielle de x plus exponentielle de moins x divisé par 2. C'est ça la fonction hyperbolique, cosinus hyperbolique. Et sinus hyperbolique, c'est une fonction de R dans R
qui est x associe, si vous avez compris, vous savez exactement ce que je vais faire. Sur 2 tiers. Bah, il n'y a pas de i en fait, c'est du réel, donc sur 2. Et voilà. Donc c'est défini de façon complètement similaire à sinus et à cosinus en complexe, sauf qu'on vire tous les i en gros. Voilà. C'est vraiment la version simple. Oui. C'est la définition du cosinus hyperbolique, sans aucune forme de problème. Alors, je vais quand même vous en dire 2-3 trucs de ces fonctions, parce qu'il y a des choses dont vous avez besoin et des choses dont vous n'avez pas besoin. Alors, déjà au niveau graphique, on va voir si vous avez des bons réflexes en fonction. Je sais que non. Quelle est la première chose que vous regardez pour une fonction? Ouais. Bah parce que je sais pas dans un plus infini. Non, c'est juste là, on va voir ça pourquoi. Donc c'est quoi que vous regardez? Première chose, ouais. Il y a un truc à regarder avant, vraiment important, que vous y pensez jamais. Ouais, bof, pourquoi pas, mais non. Alors quand est-ce qu'il s'annule, c'est à regarder salement après quand même. C'est pas un des trucs, c'est pas une des données immédiates que tu as sur une fonction. En général, les zéros de fonction, c'est toujours problématique. Ouais. Alors si elle est continue, ouais. Alors une fois que vous avez pris les précautions d'usage, on est d'accord? Voilà. Donc celle-là, effectivement, elle est continue parce que c'est une somme de deux fonctions continues. Elle est C infinie, hein, sans aucune forme de pitié. C'est infini, vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle est continue et que ses dérivés sont continus à un degré infini. D'accord? C'est ça, c'est infini. C'est des exponentielles. S'il y a bien une fonction qui coule, c'est vraiment celle-là. D'accord? Non, il y a un truc auquel vous ne pensez jamais qui est hyper important, c'est la parité. Juste savoir si vous avez besoin de vous coltiner tout l'intervalle ou si la moitié suffit quand même. En gros, une fonction, vous regardez d'abord si elle est paire ou impaire, et ensuite vous regardez si elle est périodique ou pas. Parce que ça vous permet de réduire l'intervalle où vous avez besoin de bosser. D'accord? Alors, cosache, ouais. Elle est seulement paire, effectivement, à l'instar de cosinus. D'accord? Et sin hyperbolique, elle est impaire, comme sinus. D'accord? Voilà. Donc ça signifie que cosh est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et que sin h est symétrique par rapport à l'axe, au centre haut. D'où le fait que ça peut pas être sur 1 plus l'infini. Je ne sais plus qui a posé la question. Enfin, parce que comme elle est symétrique par rapport à 0. Voilà. Ensuite, effectivement, je ne sais plus qui a suggéré ça, mais c'était une très bonne idée, on regarde les comportements aux limites. Ce truc-là diverge en plus et moins l'infini. Et effectivement, troisième truc, on peut regarder l'ordonnée à l'origine. En 0, ce truc-là vaut quoi? 1. D'accord? Donc, cosinus hyperbolique, ça a cette gueule-là. Alors, c'est une fonction un peu bizarre. C'est une fonction qui monte très vite, mais qui est très plate ici. D'accord? Donc, elle est moins pointue que les fonctions de type x carré. Par contre, elle monte beaucoup plus vite à cause des exponentielles. Voilà. Et ça vaut 1. Donc ça, c'est cosinus hyperbolique de x. Non, cosinus, pareil. On est d'accord là-dessus? Oui. Bah non. Cosinus, je passe pas par 0. 1 plus 1 divisé par 2, ça fait pas 0. Jusqu'à preuve du contraire. Bah, c'est une question de zoom en fait. C'est juste que si ta échelle elle est entre 0 et 1 million, 1 et 0, tu vas pas voir trop la différence, quoi. Mais que ça, je passe pas par 0, ça c'est tout simplement parce que 1 plus 1, ça fait pas 0. Et voilà. Oui. Bah parce qu'on l'appelle pas cos, on l'appelle cosH. Par contre, on l'appelle cos quelque chose par analogie avec la formule qui donne le cosinus. Alors, sin h, c'est hyper intéressant parce que vous voyez que sinus hyperbolique, quand x devient grand, ça se comporte comme ça. On est d'accord? De même que cosH, quand x devient grand, ça se comporte comme ça. Donc autrement dit, pour les grands x, cosH et sin h sont la même gueule. Et pour les petits x, pour les x très négatifs, c'est la même chose, sauf que sin h va être l'opposé de cosH. Donc sin h, en fait, va avoir cette gueule-là, va passer par une espèce de truc comme ça, d'accord? Puis ensuite va rejoindre cosH comme ça. Ça, c'est sin h, qui tend vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, vers plus l'infini dans l'autre sens. Oui. Ça, c'est des trucs hyper intéressants. Vous êtes d'accord que ça tend vers 0 et que ça tend vers plus l'infini? Donc, c'est-à-dire que si vous mettez des nombres là-dedans, si vous faites le calcul, ça, vous n'allez pas le voir. D'accord? Vous allez voir que exponentielle x sur 2. Pareil ici. Et toi, que c'est la même chose. Et quand tu tends vers un truc très négatif, c'est le contraire, c'est l'exponentielle x qui descend. Ouais.
C'est comme ça. C'est comme ça. On montre que. C'est assez simple, c'est de la factorisation par la demi-somme et la demi-différence. Enfin, vous avez déjà fait ce genre de bêtises à un moment donné ou à un autre. Voilà. C'est bon? Tout va bien? D'accord pour Cossach et Sinache? Ces fonctions ont un truc ultra sympathique. Mais super sympa, mais vous allez le voir tout de suite. Si je dérive ça, qu'est-ce que j'obtiens? Ouais. Et si je dérive ça, qu'est-ce que j'obtiens? Cossach, il n'y a même pas les moins. Il n'y a même pas un truc à la con, machin et tout, c'est des fonctions croissantes quoi qu'il y ait sur R+, donc il n'y a pas de problème. Donc ça c'est très très cool, parce que en fait, et ça c'est la seule chose que vous devez connaître, d de Cossach sur dt, c'est égal à Sinache, et d de Sinache sur dt, c'est égal à Cossach. La dérivée de Cossach c'est Sinache, la dérivée de Sinache c'est Cossach, et donc la dérivée seconde c'est, enfin voilà, ça tourne. Ouais. À partir de quand Sinache, parce que c'est à partir d'une valeur précise. Non, elles se rejoignent pas, hein, de toute façon. Il y a toujours une différence de exponentielle moins x entre les deux. Elles sont jamais égales. D'accord? Par contre, exponentielle moins x, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, donc tu as une différence. Elles sont asymptotes l'une de l'autre si tu veux. Ça, c'est un concept qu'on va voir beaucoup, des fonctions qui sont asymptotes l'une de l'autre. Vous connaissez la notion d'asymptote avec un truc tout droit. Mais en fait, vous pouvez aussi dire que deux fonctions sont asymptotes l'une de l'autre quand leurs différences tendent vers 0. Oui, je t'écoute. Il n'y a pas un moins. Non, il n'y a pas le moins qui traîne. C'est super cool. Il n'y a pas de moins. C'est parce qu'il n'y a pas le i carré en fait dans cette histoire. En fait, quand vous faites la dérivation avec les i, tu as un i carré qui pop à un moment donné, c'est ça qui te donne le moins. Quand tu dérives deux fois. Alors que là, il n'y a pas de i, donc il n'y a pas de i carré, donc il n'y a pas de moins, et donc ça se passe super bien. C'est très cool. En gros, ton exponentiel x, le premier, il reste tout le temps égal à lui-même. Et celui-là, il switch de signe à chaque fois que tu dérives. Donc voilà, c'est tout. Ouais. Ces fonctions, on va pouvoir les utiliser, on les utilise juste pour le faire. Comme ça devient ta vie à partir d'aujourd'hui. Non, ça a une conséquence sur la... Donc oui, on l'utilisera que là-dedans, mais comme ça devient ta vie. Voilà. On va beaucoup les utiliser. Les équations différentielles, c'est la base de la physique. Hein. On va faire que ça, à partir d'aujourd'hui. On va en croiser partout. À partir de maintenant, vous n'êtes en sécurité nulle part. Il y a toujours une équation différentielle tapis dans l'ombre, prête à vous sauter à la gorge. D'accord? Et il faut que vous sachiez la résoudre, sinon vous mourrez avant elle. Voilà. C'est triste. C'est comme ça. On est d'accord là-dessus? Voilà ce que vous devez apprendre par cœur pour demain. Enfin, en tout cas, c'est le début, j'ai pas fini encore. Mais voilà l'idée. On va aller plus vite maintenant et je vais faire le cas petit b et je vais passer directement à la fin, c'est-à-dire à ce qui se passe quand delta est strictement négatif, donc quand q est strictement plus grand que 1,5 et quand on a donc deux racines réelles conjuguées. Je ferai le cas critique tout à la fin, ce qui ne m'intéresse pas trop physiquement pour l'édition qu'on a tout à l'heure. Oui. Celle des exponentielles, moi je l'aime bien parce que c'est celle qui permet de raisonner physiquement sur quel est le truc. Là, tu vois, là tu as deux exponentielles croissants en même temps, c'est un mélange en fait. Physiquement, elle est assez chiante pour trouver le temps caractéristique. Pour le temps caractéristique, l'autre, c'est celle qui m'intéresse. De toute façon, en maths, c'est l'autre que vous utiliserez probablement. Parce que le vocabulaire mathématique, c'est plutôt les racines, les machins, etc. etc. Nous, en physique, on a quand même Enfin, franchement, c'est complètement no brain, ça. Je veux dire, vous les connaissez par cœur, c'est fini. Vous tombez sur une économie du second temps, vous êtes content. Vous posez oméga 0 carré, vous posez oméga 0 sur q, et c'est la même que la n-1e équation différentielle que vous avez croisée. La même, vous faites un copier-coller de ça, littéralement. D'accord? Voilà. Il y a une petite difficulté à trouver A et B, c'est ce qu'on fera demain. Mais, d'accord? Les formes canoniques, c'est un truc qui soulage le cerveau et la mémoire à un point assez inimaginable, global. Petit 2 donc, non, petit B. Ça. Donc je ne vais pas les faire exactement dans l'ordre mathématique, mais je vais les faire dans l'ordre d'importance. Petit b, k de deux racines complexes conjuguées avec partie réelle négative, ce qui est équivalent à dire que delta est négatif, ce qui est équivalent à dire que q est strictement plus grand que 1,5, et ce truc-là porte un nom, ça s'appelle le cas pseudo-périodique.
simplement parce que c'est pas tout à fait périodique, pas vraiment périodique, mais on a envie quand même d'en parler un peu. Voilà. Donc il est pseudo-périodique. Donc vous voyez, remarque, tout ça est un rappel de ce qu'on a vu avant, d'accord, en blanc là, et la définition en vert ici. Je vais essayer de faire la même structure que ce que j'ai fait avant. Dans ce cas, comment s'écrivent R1 et R2? Donc si vous avez suivi, vous connaissez le début. En fait, c'est exactement la même forme. Vous avez donc le même terme au début, qui est donc moins oméga 0 sur 2Q, qui est commun à nos deux racines, et qui est tellement commun que c'est leur partie réelle commune. D'accord? Ensuite, vous avez la partie différenciée, plus, moins. Et là, vous n'allez pas m'aimer. Hein. Enfin, vous m'aimez déjà pas, mais là encore moins. Parce que I, c'est l'intensité. Et donc, c'est J. C'est pas I, c'est J. C'est J carré qui vaut moins 1 chez nous. Voilà. Ça dépend des domaines. En électromagnétisme, on revient à I parce que J, c'est le vecteur densité de courant. Bah ouais, mais bon, voilà quoi. Bah, les mathématiciens, c'est des illettrés, ils ont 24 lettres, ils sont contents avec ça, quoi. Nous, malheureusement, on a un alphabet français, un alphabet grec, ça suffit pas. D'accord? Bon, voilà. Non, bon. Donc, c'est J. D'accord? Petite remarque, vous pouvez l'écrire dans la marge. J carré égale moins 1. C'est parce que I, c'est réservé à l'intensité. On va faire l'électrocinétique après, donc on commence déjà à vous habituer à ça. C'est pas grave, c'est juste un... Le pire, ça va être les complexes. Parce que bar chez nous, c'est dire impédance complexe. Le conjugué, c'est étoile. Alors que toutes les notations changent sur les complexes, donc ça va falloir jongler un peu. C'est pas grave, mais bon, voilà. Alors, je continue ma structure ici, d'accord? Donc j'ai toujours un sur 2, qui vient du 2A. Et ici, j'ai un racine de quoi? Ouais, de moins delta, et donc de oméga 0 carré. Et cette fois, c'est plus Q2 moins 4, mais... c'est 1 sur Q2, pas 1 sur Q2 moins 4, mais 4 moins 1 sur Q2. D'accord? Et j'ai la même chose ici, 4 moins 1 sur Q2. Et ces trucs-là, on va les réorganiser extrêmement rapidement, de la même façon que tout à l'heure. Et donc, ça fait que R1, ça va être moins oméga 0 sur 2Q, plus J, oméga 0, on va avec oméga 0 carré, je le sors. Pareil, je rentre 1,5 à l'intérieur de la racine, et je me retrouve avec racine de 1 moins 1 sur 4Q2. Et R2, c'est la même, oméga 0 sur 2Q, plus J oméga 0, racine de 1 moins 1 sur 4Q2. D'accord? Comme tout à l'heure, pour compacter les notations, on pose oméga qui va valoir quoi ici? Alors, il n'y a pas de J, justement. C'est oméga 0, racine de... Voilà, c'est le même. Oméga 0, racine de 1 moins 1 sur 4Q2. Faites attention, ce n'est pas la même définition dans les deux cas, puisqu'il y a un cas... Enfin, il faut que le radicand... C'est que le radicand, c'est bon? Le radicand, c'est ce qui est sous la racine. D'accord? Voilà, c'est plus rapide que de dire ce qu'il faut être sur le radicand. Voilà. Il faut que votre radicand soit positif. D'accord? Oui, c'est un moins, pardon. C'est un moins, tout à fait. Et là, il y a un moins ici. Je sais pas ce que j'ai fait. Il y a des moins qu'on migré là. Il y a un moins là, c'est le même pour tout le monde, et il y a un moins ici. J'ai oublié, excusez-moi. Corrigez ça si vous l'avez déjà recopié. Je m'étais trompé dans l'expression de R2. Et oméga, dans ce cas-là, porte un petit nom. Tout à l'heure, il n'avait pas de petit nom, si vous vous souvenez. D'accord? Mais là, maintenant, oméga a un petit nom. Oméga s'appelle la pseudo-pulsation. Parce que c'est comme une pulsation, mais c'est pas une pulsation. Voilà. Ça... Ouais. Parce que pulsation, c'est réservé au truc qui oscille. Or, tout à l'heure, ça oscille pas. Voilà. Donc, on lui donne pas de nom. Pulsation, ça fait trop penser à un truc
Je rappelle que pulsation et pouce, c'est la même étymologie quand même, d'accord? C'est pas un truc qui oscille, quoi. Vu les courbes que j'ai tracées tout à l'heure, si vous avez un pouls comme ça, c'est terminé. Hein. D'accord, voilà. Ok. On est au clair là-dessus? Donc, là, je vais le mettre en blanc, on n'utilise jamais cette forme, mais c'est juste pour qu'on raisonne dessus. Donc, les solutions de E s'écrivent, juste pour faire la démonstration rapidement. F sont donc les fonctions qui AT associent. Donc pareil, alors, même punition. Je vais passer tout ça à l'exponentielle et multiplier par t. Vous vous souvenez, c'est exponentielle R1t, exponentielle R2t. On a la même structure que tout à l'heure. Je vais pouvoir mettre en facteur ce bout-là, qui est commun aux deux racines, et qui, si vous avez remarqué, est exactement le même que celui qu'on avait tout à l'heure. Ça n'a absolument pas changé. Et vous allez avoir un terme avec que des exponentielles complexes dans la bestiole. Donc je vais avoir exponentielle de moins oméga 0t sur 2q, facteur 2, A1 exponentielle i oméga t, plus B1 exponentielle j oméga t, pardon, plus B1 exponentielle moins j oméga t. Voilà ma forme standard. Oui. Ça, c'est pas à apprendre parce qu'on ne l'utilise jamais. Pour une raison très simple, c'est que ici, f est réel, ça c'est réel, mais ça et ça, c'est pas réel. Donc A1 et B1 sont possiblement complexes. D'accord? Et ça nous fait encore plus chier. Alors que nous, on travaille avec des fonctions réelles, donc en fait, franchement, quand vous faites un calcul et vous êtes sûr que vous travaillez avec des fonctions réelles, devoir passer par les complexes pour ensuite vous rendre compte que toutes les parties imaginaires dézinguent, c'est un peu pénible, parce que naturellement, c'est ce qui va se passer. Donc ça, c'est une forme très chiante, mais je l'écris pour qu'on puisse raisonner dessus. C'est un peu la même réponse que j'ai donnée à Gabriel tout à l'heure. Ce truc-là, vous voyez que ça, c'est des cosinus et des sinus, d'accord? Si vous admettez que ce truc-là, à terme, doit être réel, on est d'accord que ce truc-là, ça doit être réel à la fin? Ça, c'est un réel, ça, c'est un réel, donc tout ça, c'est réel. Oui? Le deuxième exponentiel dans le crochet, c'est moins j. C'est moins j oméga t, c'est ça, en fait, c'est ce bout-là. C'est celui-là, d'accord? Oméga, c'est tout ça, et je l'ai multiplié par t, quand j'ai fait R1t et R2t. Okay. Est-ce que ça peut diverger, ou même tendre vers 0? C'est quoi, en fait, en vrai, ça? Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est des exponentielles oméga t, donc en fait, c'est une combinaison de cosinus et de sinus. C'est un truc oscille, ça. D'accord? Donc ça, en fait, c'est responsable des oscillations. Et ça, c'est responsable de quoi? Au contraire? De la décroissance, de l'amortissement. D'accord? Donc en gros, vous avez un régime d'oscillation amortie. C'est exactement, franchement, pensez balançoire. D'accord, hein, vous lancez une balançoire et puis elle oscille, mais au fur et à mesure, l'amplitude des oscillations diminue avec le temps jusqu'à ce que ça s'arrête. Encore, vous voyez de quoi je parle? Vous avez tout, enfin, prenez une balançoire, prenez n'importe quoi qui fait zouzou au bout d'une ficelle, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué. Ça, c'est la partie oscillation, ça, c'est la partie amortissement. Autrement dit, quel est le temps caractéristique de cette histoire? Si vous faites une analogie avec ce qui s'est passé dans le premier ordre, ceci n'est pas du tout responsable du temps caractéristique. Ce qui est responsable, c'est ici, et dans le premier ordre, c'était exponentielle de moins. Mais surtout, t sur taux. Donc le temps caractéristique, en fait, c'est ce bout-là, d'accord? C'était moins t sur taux. Donc voilà, donc je ne sais pas si c'était à ce stade-là que je l'avais écrit tôt dans le paragraphe d'avant. Je pense que c'était à ce moment, dans ces eaux-là, après la forme en exponentielle. Voilà. Avec un temps caractéristique, taux qui vaut cette fois 2q sur oméga 0. Oui, je t'écoute. Amortissement. Je vais mettre la forme, les deux formes que vous avez à apprendre par cœur, parce qu'il y en a deux, ça dépend de ce qu'on fait. Et on va voir. Alors, cette forme-là, elle n'est pas à apprendre par cœur parce qu'elle est chiante à manipuler à terme. D'une part, on a le même problème avec un et B1, le système de deux équations de deux inconnus. Mais en plus, comme un et B1 sont forcément complexes, vous allez être obligé de déterminer deux constantes complexes, de refaire tout le calcul, de développer les exponentielles pour vérifier que les parties imaginaires disparaissent. Ça, c'est juste super pénible, tout simplement parce qu'en fait, on sait dès le départ que les parties imaginaires vont disparaître, mais on va devoir quand même se coltiner une partie imaginaire à trimballer dans A et B1. Donc ça, c'est chiant. Et donc, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On montre que
ceci s'écrit. Et donc, même chose que tout à l'heure, un magnifique cadre. Alors j'avais mis quoi? Cadre pseudo-périodique. Ce qui est équivalent à dire que delta était négatif et ce qui était équivalent à dire que Q était plus grand que 1,5. D'accord? C'est ça que j'ai écrit dans le paragraphe d'avant. Enfin, j'ai fait un petit titre comme ça. Ouais. C'est ça que vous avez à apprendre. Ça, vous devez... C'est pas ça. Si vous ne comprenez pas la démonstration, vous ne retrouverez jamais ça par cœur. C'est pareil, à un moment donné, votre mémoire n'est pas extensible à l'infini si vous ne comprenez rien. D'accord? Si je vous explique tout ça, c'est pour que justement, ça ait un sens globalement. Donc, je vous réexplique la structure d'apprentissage. D'accord? Justement, parce que c'est vos premières formules très lourdes de l'année. D'accord? Donc, on y va. Je repasse aux expressions parce que je suis un physicien et donc je préfère les expressions en fonction. D'accord? Donc, je commence toujours de la même façon. Exponentielle de moins oméga 0 sur 2q fois t. C'est le même terme que la forme d'avant. On est d'accord? On est d'accord que ça commence pareil? Que ce que vous avez appris, enfin vous l'avez pas encore appris, mais enfin, voilà. Et ensuite, ça continue exactement pareil. C'est a cosinus de oméga t plus b sinus de oméga t. Donc c'est la même que celle d'avant, sauf qu'il n'y a pas les h. Et que oméga est différent. Ah bah non, il n'y a pas de j. C'est le gros avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas de j. Et comme ça c'est réel, ça c'est réel, ça c'est réel, A et B sont réels et t'es content. D'accord? Donc, avec oméga, et pareil, oméga, vous n'avez pas à l'apprendre. Vous savez que c'est oméga 0, qu'il y a une racine derrière, et que dedans, vous avez deux ingrédients. 1 et 1 sur 4 Q2. C'est la différence entre les deux. La question, c'est qu'il faut la mettre dans le bon sens. Ici, c'est 1 moins 1 sur 4 Q2, tout simplement parce que Q est grand, et donc ce terme-là va être petit. Voilà, c'est tout. Et bien entendu, et c'est là où c'est fort sympathique, AB de réel, et non plus de complexe. Ce qui fait qu'on n'a pas à scoltiner la détermination de A et B1 dans C. Petite remarque, ça vaut quoi F de 0? Ça fait A. Et donc, si vous connaissez F de 0, vous connaissez A directement. Bon. Ce qui n'était pas le cas avec un et B1 tout à l'heure. Donc, d'où le fait qu'on ait une matrice triangulaire dès le départ. Après, il faut trouver B en fonction de A, puis c'est terminé, ça sent tous. Vous êtes d'accord que F de 0, ça vaut 1, tout le monde? Ça vaut 1, ça vaut 1, ça vaut 0. Ça va vite. On est au clair là-dessus? Donc, votre effort de mémoire, si vous l'avez fait, enfin vous l'avez fait, comme vous allez le faire sur le cas d'avant, vous avez littéralement la même chose. Ici, c'est exactement la même structure. On est au clair? Voilà. De quoi? C'est bon? Pas de problème? Alors, on écrit parfois, mais ça ne sera très utile pour après, la chose suivante. Ça, vous allez le faire en maths. Donc, vous commencez pareil, d'accord? Vous mettez devant un F indice M. Et vous mettez ici un cosinus de oméga t plus phi. En gros, ça c'est un calcul que vous allez faire en maths. Vous pouvez toujours écrire une combinaison linéaire de cosinus et de sinus comme un truc en cosinus oméga t plus phi. Alors, vous avez des formules que vous verrez en maths. Quand on fera les fonctions sinusoïdales, je vous les redonnerai. Fm, c'est racine de a carré plus b carré. Et vous trouvez des relations avec phi en développant ça. Cosinus de oméga t, c'est cos oméga t, cos phi, moins sin oméga t, sin phi. Donc vous pouvez faire des analogies avec ça. Vous avez tangente phi qui vaut moins b sur 1 en particulier, etc., etc. Donc ça, c'est pas très pratique parce que la détermination de phi est hyper chiante, en général. D'accord? Donc en général, on préfère ça. Mais si vous n'avez pas à déterminer les conditions initiales, ça, c'est hyper facile à manipuler, par contre, pour le coup. Parce que c'est pas un gros machin.
c'est tranquille. Voilà. On en reparlera. Quand on fera les fonctions sinusoïdales, on en reparlera dessus. C'est juste que comme ça, vous avez les deux formes au même endroit. Ce que je veux que vous sachiez pour demain, c'est ça. D'accord? Sachant que c'est la même chose que celui d'avant. Voilà. C'est merveilleux. Il me reste le dernier. Alors, petit souci quand même, c'est important. On va pouvoir faire un petit graphique de la gueule que ça a. Non, c'est pas du tout fini en fait. J'ai plein de trucs à faire en fait là. D'accord? Donc on parlera du graphique demain, mais grosso modo, ça ressemble à ça. Alors, l'idée est la chose suivante. Vous pouvez tracer en fait deux exponentielles de chaque côté. Alors, je vais les tracer avec en bleu, là, voilà. Donc ces exponentielles-là, elles sont symétriques, d'accord? Et cette courbe-là, en fait, c'est la courbe de, un peu de choses près, j'ai dit des bêtises, de fm exponentielle de moins oméga 0t sur 2q. En gros, c'est deux exponentielles décroissantes, comme ça, elles sont symétriques, d'accord? Ça, c'est l'opposé. Et alors, si vous regardez surtout celle-là, droit dans les yeux, ça, c'est un cosinus, on est d'accord? Donc, ça oscille entre moins 1 et 1. Vu que c'est multiplié par un exponentiel, ça signifie en fait que ça oscille entre la valeur d'exponentielle en haut et la valeur d'exponentielle en bas. Cet exponentiel étant, lui, en train de descendre tranquillement vers 0. Autrement dit, votre fonction, elle ressemble à ça. Et elle oscille tranquillement mais sûrement avec une amplitude qui tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. On est d'accord là-dessus? Là, vous comprenez pourquoi ça s'appelle le régime pseudo-périodique. C'est pas une vraie période, vous voyez qu'au bout d'une période, on ne se retourne pas au même endroit. Mais on a quand même envie de dire qu'il y a un truc périodique qui se passe, d'accord? C'est-à-dire que périodiquement, en tout cas, on croise 0. D'accord? Et ce sera la même période à chaque fois, ce sera de pi sur oméga, on en parlera demain. On est au clair là-dessus, c'est bon? Sûr? Donc, ce soir, gros effort de mémoire à faire, vous devez me potasser ça et m'apprendre ça pour demain matin. Demain matin, on disserte un peu sur la pseudo-période, le machin et 2-3 trucs sur ce graphique-là. On fait le troisième cas en mode express et on rebascule dans l'électrocinétique pour voir pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça pour étudier les circuits électriques. Voilà. Je vous laisse partir.